Bonjour et bienvenue chez les anciens. Aujourd'hui, nous avons un grand honneur de recevoir un grand artiste, un grand homme, un acteur. Il a failli être président de la République française. Nous avons l'honneur de recevoir Smaïn. Eh oui, Smaïn, Monsieur Smaïn, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. merci à toi aussi, merci à vous de m'accueillir et de pouvoir discuter, bavarder à bâton rompu. Exactement. Donc nous, notre concept chez les anciens, c'est qu'on aime retracer le parcours des gens. Et souvent, on sait ce que tu fais, mais on ne sait pas ce que tu es. Donc, on aimerait apprendre à connaître Monsieur Smaïn. Si tu le permets, on va repartir du tout début. Où est-ce que tu es né? Alors tu sais, j'ai ce que je te disais tout à l'heure, Ouais. je ne fais que me répéter. Alors j'ai toujours peur, un peu, le fait de répéter, chaque fois de répéter mon histoire, c'est un peu rébarbatif. Mais bon, tu me poses une question, je réponds évidemment. Alors moi, je suis né à Constantine. Constantine en Algérie, très belle ville que j'ai visitée bien après ma naissance. Je suis né pendant, on va dire, on appelait ça à l'époque les événements. Enfin, les événements d'Algérie, en fin de compte, c'est la guerre, c'est une guerre d'Algérie. Puis moi, je suis né au milieu de cette guerre, voilà, en 1958, et je suis né de père et de mère inconnus. Mais je l'ai dit toujours avec le sourire, parce que je veux pas que les gens s'apitoient sur mon sort. Toujours quand on rentre dans cette conversation, je dis, parce que c'est vrai que quand les gens écoutent mon histoire, oh le pauvre, miskin, oh, non, pas du tout. Non, justement. J'ai eu cette chance inouïe d'être très entouré, d'avoir beaucoup d'amour, mais les prémices de mon existence ont démarré par l'absence du père et de la mère. D'accord. Et comment c'était à ce moment-là? Parce que c'était un pays en guerre, comme tu dis. Est-ce qu'il y avait des infrastructures qui s'occupaient bien des enfants, où il y avait... Je pense, oui, puisque moi, quand je suis né, donc ce vendredi 3 janvier, dès le lendemain, on m'a déposé dans un endroit qui s'appelait, à l'époque, la Goutte de lait, la maison de l'enfance. Et j'ai donc été accueilli par une assistante sociale, donc qui m'a recueilli, et dès le soir même, le lendemain, j'étais dans un endroit à Constantine, à l'hôpital civil, dans l'hôpital civil, et au fond de l'hôpital, un endroit qui s'appelle le pavillon des enfants assistés. Et je suis resté pendant très exactement 2 ans et 4 mois, janvier, février, mars, avril, tu vois, 4 mois, tu vois. Ouais. Je suis resté 2 ans et 4 mois dans cet endroit où j'ai été très entouré. J'ai eu beaucoup de chance. Voilà. J'ai été pris en charge. Ouais. Et j'imagine que t'as pas de souvenir de ce moment-là. Aucun. J'ai fait, comment dire, peut-être une absence nécessaire de 0 à 2. Voilà, je n'ai pas de souvenir. Peut-être comme ça inconsciemment, des feuillages. Tu vois, une anecdote, par exemple, j'ai jamais compris pourquoi j'adorais la neige. Eh ben, j'ai appris que le jour de ma naissance, il neigeait à Constantine. D'accord. Ok. Voilà. En plein hiver, ouais. Je suis né en plein hiver, sous la neige. Donc, voilà. Donc, non, sinon, 0,2, 0 à 2. Aucun souvenir. Puis moi, mes souvenirs démarrent quand j'arrive en France. Quand j'atterris à Orly, très exactement le 14 avril 1960, et que je vais dans les bras de ma famille d'accueil. D'accord, donc là, à ce moment-là, l'endroit qui t'accueillait, ils t'ont trouvé une famille en France? Non, c'est plus compliqué que ça. C'est en France. Il y a un couple qui cherchait à accueillir un enfant, qui en ont parlé, je fais vite, qui en ont parlé au ministère des Affaires étrangères par l'intermédiaire d'un monsieur que mes parents adoptifs connaissaient. Et ils ont appris qu'à Constantine, il y avait des enfants qui étaient en attente d'être accueillis. D'accord. Donc voilà. Alors là, ça maintenant, nous sommes dans le mystère. Pourquoi moi? Pourquoi cette bonne sœur s'est penchée sur mon berceau? Je sais pas. Ça, c'est faudrait lui demander. Mais trop tard. On est plus de ce monde. Malheureusement. Et donc, tu parles à 2 ans, donc 2 ans, 4 mois, comme tu dis, t'arrives en France.
J'imagine, t'avais pas encore de souvenir du début. J'ai le souvenir, vraiment les prémices, oui, de mon arrivée en France, oui, bien sûr, oui. Bah, écoute, pour le premier souvenir que j'ai, c'est de rentrer dans un lit, avec une odeur, de lavande, peut-être, en tout cas, une odeur de drap, propre et parfumé. Voilà. C'est le D'accord. premier souvenir que j'ai, olfactif. Olfactif. Et t'arrives où en France quand tu arrives? J'arrive dans le 12e arrondissement, Le très 12e. exactement, porte de Saint-Mandé, et dans une famille très modeste, un père d'origine kabyle Ouais. et une maman qui est d'origine berbère du Maroc. D'accord. C'est pur Schleur. berbère. Oui, Le Schleur. Schleur. Exactement. Schleur. C'est des berbères les deux. Voilà, c'était les deux berbères. Ouais. Tous les deux étaient berbères. Donc j'ai vécu vraiment dans un milieu berbérophone. Ouais. Et avec une vie normale, très entourée, choyée, aimée, vraiment. Donc c'est pour ça que je le dis toujours quand je démarre cette interview, puisque on me demande à chaque fois de raconter mon histoire, je la raconte, et dès le départ, en général, je dis toujours, j'ai eu une enfance très heureuse. C'est pour ça que quand je ne veux pas, quand je raconte mon histoire, je ne veux pas que les gens s'apitoient sur moi. C'est une histoire extraordinaire, une belle histoire, une chance inouïe. Donc évidemment, à un moment dans ma vie, j'ai eu la quête de mon identité, enfin pas de mon identité, l'identité je l'avais, mais de ma filiation plutôt. J'ai besoin de savoir. Et bon, donc j'ai fait mon enquête. Bon, je n'ai rien trouvé. À ce jour, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas de réponse. Filiation vraiment, mais c'est aussi un avantage. C'est pour ça que je dois passer dans le deuxième volet de notre conversation. C'est-à-dire que, oui, je peux raconter tout mon cheminement. Ce que je peux dire, c'est que la chance de ne pas savoir, c'est la chance de pouvoir l'imaginer. Et la chance de ne pas savoir, c'est la chance de, de se réinventer son propre monde. La chance de ne pas savoir, c'est de ne pas avoir d'a priori. Donc, par habitude, par réflexe, j'ai toujours été vers les gens, des gens, la gentillesse. J'aime la gentillesse. C'est dû certainement à cet héritage. Voilà. Mais c'est vrai que je pourrais continuer cette interview à raconter, bon, je suis arrivé, après j'ai eu mon père, j'ai eu ma mère. Oui, je peux. Mais tu vois bien, on informe. J'ai eu une enfance très heureuse, très heureuse. Donc après, pour parler de mon métier, alors comment ça se construit, comment on construit notre métier, comment on décide d'être un acteur, etc. D'abord, on est habité par l'envie, pour moi, de faire rire. Alors pourquoi on fait rire? On fait rire parce que peut-être aussi c'est une manière de masquer aussi sa propre douleur, enfouie, l'absence. Donc je suis devenu très vite un clown. J'étais un clown. Quand j'étais petit, j'étais un clown. Même enfant, ouais. Ah ouais. J'étais un vrai clown. Donc après, c'est ce que je dis, et je ne fais que me répéter aussi. Je veux dire, qui te révèle? Ce que tu es, ce que je suis, elle est révélée par ceux qui t'entourent. Je peux pas dire de moi, je suis un clown. Je suis un rigolo. Non. C'est les gens qui te révèlent. Tu fais rire en disant, ah, t'es drôle. Donc, ils me révélaient, à l'école, surtout à l'école, ils m'ont révélé qu'en fin de compte, que j'étais peut-être pas comme les autres. J'avais besoin de faire rire, de créer autour de moi une attention. C'est pour ça que je dis aussi, être un acteur, un comédien. Non. Il y a un mot qui doit résumer tout ça. On fait l'intéressant. D'accord. On fait tout pour s'intéresse à nous. On s'intéresse. Ouais. Alors acteur, ça fait bien, c'est bien. Ou artiste, c'est bien, c'est une dénomination intellectuelle. Mais non, moi, ce que je voulais qu'on m'aime et je voulais faire l'intéressant. Alors pour faire l'intéressant, ben, tu trouves comment te démarquer. Tu trouves voilà exactement comment te démarquer. Alors au départ c'est la grimace, après c'est ta personnalité et puis après alors c'est l'accident, t'en fais ton métier. Et en faire son métier, c'est un métier.
pour ça que quand je rencontre tous les jeunes comédiens, artistes en herbe, qui veulent faire rire ou qui font rire, je dis c'est pas parce que tu fais rire tes copains à l'école. Au début, oui, c'est vrai. Mais après, quand tu dois passer de l'autre côté, monter sur scène, c'est un métier. C'est différent, c'est vrai. C'est un métier. Donc ça s'apprend en ayant des échecs. Ça s'apprend par l'habitude et aujourd'hui je me retrouve dans une situation très agréable, c'est que je peux prétendre et dire que je connais bien mon métier. Voilà. Parce que ça, t'as plus de 40 ans de métier. Ça fait un peu... Moins 80. Comment on dit, shibani. Ouais, Excusez un peu. Les vieux. Les shibani. Les anciens. Les anciens. Ouais. Bah, l'ancien, ça fait 45 ans qu'il fait ce métier. Exactement. Et je reviens au titre, ouais. L'ancien. Ouais, c'est beau l'ancien, parce que dans le mot ancien, il y a le mot de respect. Mais aussi, c'est que, alors peut-être dans le Maghreb, l'ancien, c'est le respect. C'est ça. Okay, avec les bonnes valeurs. Mais ici, quand tu dis ancien, ça fait un peu dépassé. Non, c'est pas le but. Ça fait pose-toi. Ouais. Tu connais pas. Alors vous choisirez vous-même. Non, t'inquiète pas, ceux qui suivent, ils savent très bien. Très bien. Et j'aimerais bien, si tu le veux, rendre hommage à tes parents adoptifs. Oui, bien sûr. Si tu peux nous parler d'eux, parce que Mon père adoptif, on va dire papa, s'appelait Amar. Ma mère s'appelait Ija. Ouais. Et mon père était balayeur à la ville de Paris et ma mère était femme de ménage. J'ai vécu dans un contexte modeste, très heureux, très heureux, très entouré. Je mangeais à ma faim et je dormais d'un bon sommeil. Donc c'est ce qui m'a appris aussi, les années aidant. Ce métier-là, c'est un très beau sapin de Noël qui s'éclaire. Puis un jour, ça peut s'éteindre. Mais qu'il s'éteigne ou qu'il s'allume, ou qu'il se rallume, pour moi, j'ai toujours cette vision et cette base de mon père et de ma mère, qui vivaient simplement. Et c'est pour ça que je prétends, j'ai toujours dit, et ce que je dis à mes enfants, tu peux vivre très heureux avec peu, exactement. Alors le peu, c'est quoi? Pour moi, c'est la nourriture de l'esprit, manger à ma faim et dormir. Le reste, c'est du plus. c'est une invention. C'est voilà. C'est aussi, ça peut aussi, c'est l'orgueil aussi. On fait un métier où on a un beau cadeau, puis un jour ça s'arrête, et un jour ça repart. Faut apprendre. Je le savais dès le début, ça, de toute manière, que c'est une montagne russe. Mais rien ne s'arrête à partir du moment où tu continues à créer, à inventer, à ta manière, avec tes propres outils. C'est pour ça que en France, par exemple, malheureusement, on aime bien étiqueter. Je le dis toujours, ça. Je ne fais que me répéter. Mais on étiquette, c'est-à-dire que un comique reste un comique, c'est vrai. Alors que pas du tout. Un comique peut chanter, une humoriste peut aussi écrire des scénarios. On peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses. C'est ce que je tente de faire à ma manière, ce que je tente de faire aussi avec passion. Donc je fais plein de choses, j'écris, etc. Et alors, pour te parler de mes parents, une enfance très heureuse. Et puis bon, malheureusement, le deuxième malheur, c'est que j'ai reperdu mon père à l'âge de 13 ans. Et j'ai perdu ma mère à l'âge de 17 ans. Donc je me suis retrouvé, j'avais pas eu de chance, je me suis retrouvé tout seul dans un foyer d'aide sociale à l'enfance. Je suis un enfant de la DAS. À 17 ans non, à 14 ans. 14 ans. 14 ans, je me retrouve de nouveau dans un foyer, mais toujours entouré, choyé peut-être pas, parce que j'étais en pleine adolescence. C'est là où je suis en prise directe avec le monde de l'adolescence, monde cruel de l'adolescence et des enfants. Donc c'est ce qui m'a forgé aussi, mais ce qui m'a forgé dans ma personnalité. Mais ce qui m'a sauvé, c'était le monde du rêve, les clowns. Je voyais les clowns à la télévision, j'étais passionné par les clowns, par les comiques. Et une anecdote, je dis dans mon spectacle, un jour je suis allé voir Jerry Lewis. Jerry Lewis, c'est un acteur, un comique, et je l'ai vu faire des idioties,
des péripéties, des grimaces. Et j'ai compris qu'on pouvait être un adulte et continuer à faire l'enfant. Donc j'ai dit à mon père, papa, je veux continuer à être un enfant. Voilà. Ça, c'était à quel âge? Là, j'ai 12 ans. 12 ans, 12 ok. ans. Donc c'est une passion, alors je me demande si est-ce que j'aurais été un bon avocat, j'aurais pu être un bon avocat, j'aurais pu être aussi un bon cuistot, j'aurais pu être, je sais pas. Il se trouve que ma vie a été guidée par cette envie, cette ambition, et qu'aujourd'hui, je suis heureux de l'avoir accompli. Très important, je suis très heureux en tout cas pour la mémoire de mes parents. C'est tous ceux qui nous écoutent. Quand on aime son père et sa mère, on a envie de avoir une certaine dignité à l'égard de ses parents. Donc on veut réussir. On dit, t'as vu papa, ce que t'as fait de moi, voilà, je te le rends en devenant quelqu'un. Aujourd'hui, je suis fier parce que malgré cette absence de filiation, je suis devenu quelqu'un. Donc c'est une fierté par rapport à mes parents qui ne m'ont pas vu réussir. Mais je crois en Dieu, je crois à la protection divine. Je sais que s'ils me regardent, ils doivent être fiers de moi. Voilà. J'en suis sûr. Et justement, est-ce que tu pourrais nous donner une petite anecdote avec ton père et avec ta mère? Pour un trait de personnalité ou quelque chose qu'il... Ah, tu veux que je te fasse rire? Alors, je vais te faire ou autre. Ce que tu veux. Tu sais que nos parents, mon père et ma mère ne savaient ni lire ni écrire. Et ma mère avait une certaine naïveté que j'appréciais. J'appréciais sa naïveté parce que elle était spectatrice de toutes mes blagues. Alors, il faut que je te raconte une anecdote qui va te faire, j'espère qui va te faire rire. Et alors maintenant, quand je la raconte, à chaque fois, je me dis, mais comment j'ai fait pour aller chercher cette idée? Comment j'ai fait? J'étais blagueur, filou, le sens du rythme. Voilà, je t'explique. J'habitais à un 8e étage. Au 8e étage, il y avait les toilettes. Ouais. Les toilettes étaient sur le palier. Sur le palier. C'était les toilettes à la turque. Et un jour, j'étais là chez moi. On habitait un petit appartement, 2 pièces cuisine, hein, très modeste. Et ma mère m'a dit, Smaïn, comme ça, va acheter du pain. Et moi, je dis, avant d'aller acheter du pain, je vais aller aux toilettes. Donc, j'ai simulé Smaïn allant aux toilettes. Donc, je suis sorti dans le couloir, j'ai ouvert la porte des toilettes, je l'ai refermée, mais je suis pas rentré dedans. Je suis descendu à la boulangerie et j'ai été acheter le pain. Je suis remonté avec le pain, j'ai plié, hop, et je l'ai posé sur le paillasson du voisin. Je suis rentré dans les toilettes et j'ai attendu ma mère dire « Smaïn, dépêche-toi !» Et moi, je dis « Maman, j'arrive !» J'ai tiré la chasse d'eau, voilà, donc j'ai simulé, je suis sorti, je suis rentré dans le petit appartement, j'ai pris un savon, je me suis lavé les mains, pour faire part à ma mère que je sortais des toilettes, voilà, on met le robinet, etc. Et elle m'a dit, dépêche-toi, va acheter le khobz, va acheter le pain. Alors, je suis sorti, j'ai fermé la porte, j'ai pris la baguette, et au bout de 4 secondes, 5 secondes, 10 secondes, j'ai sonné à la porte. Et ma mère a ouvert la porte. Et moi, j'ai regardé avec le pain à la main, et j'ai fait... T'as couru. Et j'ai fait croire à ma mère T'avais dévalé. qu'en 10 secondes, j'avais été acheter le pain. Je te la raconte pas l'histoire, mais t'as revu la tête de ma mère. Et ben voilà, ça c'est une anecdote parmi tant d'autres. Donc, le besoin de faire la blague. J'avais besoin. Et aujourd'hui, quand j'y pense, la naïveté de ma mère, la naïveté de mon père, je crois que c'est la plus belle chose. C'est la plus belle chose que je puisse avoir, le plus beau des souvenirs. Des gens simples dans le plus beau sens. Simple. C'était, bon, des anecdotes, j'en ai plein. Une avec ton père, si tu veux. Mon père, j'achète un talkie-walkie. Mon père à Noël, il m'achète un talkie-walkie. Un talkie, 2. Enfin, voilà, évidemment. Moi, j'en mets un sur la table. Et l'autre, je rentre dans l'armoire avec le talkie-walkie.
Et mon père, il savait pas ce que c'est qu'un talkie-walkie. Et il voit le premier talkie-walkie posé sur la table, et moi, évidemment, enfermé dans l'armoire, je disais, papa, et lui, qu'est-ce que... Et il regardait pendant un quart d'heure cet objet, et je pensais que j'étais à l'intérieur. Donc voilà, c'est des années d'enfant. Ouais. C'est ça qui m'a donné le côté espiègle. J'étais espiègle. Sensible, espiègle. Et je savais que la vie, l'existence pouvait offrir à l'enfance le moyen de réinventer ce monde qui te convient pas vraiment, peut-être. Je sais pas. Et pourtant qui me convient puisque je le réinvente. C'est ça le rêve. C'est pour ça que faut donner la chance aux enfants d'aujourd'hui de continuer et de s'éveiller à rêver. Parce que on rentre vite, on est vite accaparé par le monde des grands, par ce monde d'adultes qui nous offre malheureusement aujourd'hui tellement de tragédies. Tu vois, donc j'ai gardé quand même cette part un peu de l'enfance, même si je parle sérieusement. C'est ton premier public, tes parents. Mon premier public, effectivement, c'est mon père et ma mère. Ouais, ça, c'est magnifique. Exactement, tout à fait. Un beau public. J'avais besoin de les étonner. Et comment s'est passée ta scolarité au début, la primaire? J'aurais pu, dans les études, je sais pertinemment que j'aurais pu aller très très loin. Parce que je crois que j'étais pas idiot, mais j'étais dissipé. J'arrivais pas, ça a été très difficile pour moi de m'accorder un instant pour étudier. Pour étudier. J'ai appris beaucoup par la suite en étant dans le monde artistique, en côtoyant des artistes. Je suis vraiment, le terme est tout à fait juste, je suis vraiment un vrai autodidacte. Après, j'aime la littérature, j'aime la conversation, j'aime comprendre. Je suis pas spécialement bon en maths, je peux pas avoir toutes les qualités du monde, mais en tout cas au niveau intellectuellement, je suis curieux. Voilà, la curiosité. Je suis un homme curieux. J'aime apprendre. Ouais. Ah, j'aime apprendre. Et comment s'est passé justement ce passage-là après le décès de ton père à la DAS, par rapport à ta scolarité et par rapport à tes projets d'avenir, que ce soit de métier ou est-ce qu'il y a une cassure? Ben, tu vois, j'en profite pour te dire, tu vois, parce qu'on est c'est assez complexe tout ça. Parce qu'il y a cette guerre d'Algérie qui a été une tragédie pour tous. Pour tous. La guerre est une tragédie pour tous. Tous. Et c'est un peu contradictoire parce que cette domination française en Algérie, l'orphelin que je suis, l'Algérie indépendante, j'arrive, j'ai une famille d'accueil, je perds mon père, par la suite ma mère, et j'arrive dans un foyer d'aide sociale à l'enfance. Eh ben, je dis merci la France. Tu vois? Ouais. Oui, merci. Merci parce que quand je me suis retrouvé seul, j'ai été pris en charge complètement. J'ai été nourri, logé, scolarisé, voilà. Et ça, pour moi, c'est je ne l'oublierai jamais. Je ne l'oublie jamais. Donc c'est pour ça que c'est un peu confus, parce que on veut toujours donner une image de la France raciste, etc., etc. Il y a des racistes, il y a évidemment la xénophobie, mais non. Moi, dans l'immeuble où j'habitais, je peux te citer le nom des gens qui étaient à l'égard de mes parents, qui étaient très attentifs, aimants et respectueux, et réciproquement. C'est vrai. Donc tu vois, ça paraît peut-être pour certains ambigu ce que je dis. Mais j'ai eu vraiment cette chance. Ah, c'est nuancé, c'est pas noir ou blanc, forcément. Et tu peux nous parler un peu de ces moments-là à la DAS et pour rendre honneur aux gens qui y travaillent, à tous ces personnes-là, une histoire qui t'a... Bah, tu vois, par exemple, là, j'ai fait un film, un réalisateur qui m'a posé un rôle dans un film. J'ai dit oui tout de suite parce que c'est un film qui traitait justement, c'est un film qui s'appelle Placé, de Nessim Cherkaoui, qui est un très 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 beau film, et où je fais le rôle du père, et le sujet du film traite justement de ces enfants placés à la DAS.
On appelle la ZE maintenant. J'aime pas ce mot-là. La ZE. Ah La ouais. ZE. D'accord. Je préfère le mot ADAS, moi. Ouais. La DAS, voilà. En gros, c'est ça. Mm. Donc, entouré, je t'ai dit, pris en charge. Vraiment pris en charge. Non, on partait en vacances. J'étais, il y avait peut-être des enfants qui ne partaient pas en vacances. C'est vrai, Nous, on partait en vacances. Mm. On avait même un catalogue où on choisissait où on voulait aller. D'accord. Ah ouais. Et après, moi, quand j'entre dans le foyer qui s'appelle le foyer Vaugirard, rue de Vaugirard, 379 rue de Vaugirard, quand j'arrive dans ce foyer, je sais pas où je vais, je sais pas où m'emmène, mais je comprends tout de suite qu'il y a des éducateurs qui se substituent aux parents, qui deviennent les grands frères et qui te guident. Voilà, donc je suis extrêmement vraiment redevable. Redevable. Et tu peux nous expliquer un peu comment c'était une journée type dans un... Le matin, on se lève le matin, je pense que je me levais, je crois, à 6h30. Hein. Ouais. 6h30, alors c'est drôle, parce que c'était Jean-Claude, je ne vais pas citer son nom, mais Jean-Claude, il nous réveillait et tout, il avait son calepin, puis il savait que tel jeune devait être réveillé à telle heure, etc. Alors, moi, quand il rentrait dans ma chambre, d'ailleurs, dans toutes les chambres, d'ailleurs, il chantait. Ouais. Il me réveillait en chantant. Ça, c'était génial. Mm. Alors après, on s'habille, et puis après, bon, on prend le petit déjeuner, et puis après, son cartable, et on part à l'école. Et on revient le soir au foyer, et on est dans le réfectoire, on mange tous ensemble. Alors, il y a des équipes, il y a des groupes. Moi, je parlais pas trop. J'ai pas trop de copains. J'étais un peu isolé, comme ça. Mais bon, c'est une micro-société, c'est là où tu te définis. Alors moi, j'étais un peu rejeté, moi. Je sais pas pourquoi. Il y avait beaucoup de... C'était quoi le type d'enfant? Je sais pas pourquoi j'étais rejeté, d'ailleurs. Je sais pas. Je sais pas. J'arrive pas à l'expliquer. Et on était jeunes, on avait 14-15 ans. Ouais. 15 ans. Et ça a été dur, quand même. Ouais, j'imagine. Ah oui, c'était cruel. C'est ça. Oui, c'est cruel. Mais, je rends grâce. Alors là, d'ailleurs, un jour, je lui ai serré la pince, je lui remercie, à Giscard. D'accord. Parce qu'il faut savoir que Giscard donne la majorité à 18 ans. Donc, normalement, quand je rentre au foyer, de mes 14 ans, je dois y rester jusqu'à mes 21 ans. Donc, avant Giscard, c'était 21 ans là, en France. Exactement. Et là, Giscard arrive, 74, il donne la majorité à 18 ans. Ok. Donc, je suis resté de 14 à 18. Je dois rester quand même que 4 ans. Au lieu de 7. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, un jour, il y a un éducateur qui rentre dans ma chambre, il me dit, Ismaïl, mois de juin, tu fais ton sac, t'es libre. Ah, il a utilisé ce mot, libre. Libre. Ben oui, libre. C'est comme si t'étais en prison. Oui, libre. Non, c'est un libre. C'est-à-dire que tu es libre de tes mouvements. Libre, c'est-à-dire comme quand tu dis à un enfant, quand il est majeur, t'es libre. Je ne dois plus de compte à personne. Je deviens un être responsable. Ça a été génial. Et puis, l'ADAS, pour en revenir et les saluer, ils ont été hyper sympas avec moi. Ils m'ont payé, ils ont continué à payer l'appartement de mes parents. Parce que j'avais réussi à garder l'appartement de mes parents par une cousine. D'accord. Et là, j'ai récupéré l'appartement de mes parents. Et ça a été, et là, pour avoir réfléchi, ça a été un élément primordial dans ma vie. Primordial. C'est-à-dire, je n'ai pas été baladé. Je retrouvais l'appartement de mes parents. Donc, c'est fort. Le cocon. Après, bon, la vie m'emmène vers le succès. Donc là, je quitte. Ouais. Je suis prêt. Je me jette dans corps et âme dans le monde des grands. Mais cette période-là, j'avais besoin de ce qu'on appelle l'accroche. C'est-à-dire le référent. Et cet appartement a été énorme pour moi, ce référent. Et tu vois, je suis bavard, hein. Toujours, je suis rentré de gala, je jouais à Château-Thierry, et en rentrant chez moi, j'ai traversé Paris, et je me suis retrouvé à 2h du matin, j'ai garé ma voiture, porte de Vincennes, donc en porte de Saint-Mandé,
Et j'ai regardé l'appartement où j'habitais quand Ah j'étais ouais, môme. ouais. Comme pour un hommage. Mm. Après, ça m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Et je me dis, voilà, le temps passe, voilà ce que tu es devenu. Donc je raconte cette histoire. Il y a des histoires qui sont pires que les miennes. Mm. C'est vrai. Et ça, je suis extrêmement lucide de ça. Donc, je raconte parce que les gens, je suis connu. Comment il a fait pour en arriver là. Donc, je raconte mon histoire. Mais il y a des histoires qui sont beaucoup plus douloureuses que la mienne. Donc, pour moi, je refuse qu'on s'apitoie sur mon sort. Ah, non, pas du tout. Je fais cette émission, j'en parle, pour te dire qu'en fin de compte, pour chacun de nous, chacun des êtres qui nous écoutent, dans sa douleur, on peut toujours s'en sortir. On peut toujours se relever d'une douleur. Et d'ailleurs, il faut se relever pour sa propre dignité et en hommage à ceux qui nous ont quittés aussi. C'est vrai. Moi, c'est ce que j'ai fait en étant ce que je suis. C'est un hommage aussi à mon père, à ma mère. C'est un hommage aussi à tous ceux, les éducateurs, à ces personnes qui habitaient dans cet immeuble, 4 avenue Courteline, qui ont été respectueux, qui ont été des vrais Français. Des vrais. Parce qu'il y a des Français qui sont des faux Français. Et on appelle ça le vivre ensemble. Alors voilà. Et juste avant de passer à la suite, tu peux nous raconter une petite anecdote pour rendre hommage justement à, comme tu as cité le Jean-Claude qui est réveillé en chantant, si tu avais une autre histoire avec le personnel ou pour montrer leur travail parce que c'est pas facile, ou même un autre enfant, tu vois. Oui, si tu vois, j'ai une anecdote qui me revient tout de suite. J'ai 14 ans, je veux faire du cinéma. Je rêve. Et un jour, je sais pas pourquoi, j'ai quel âge? 14 ans, ouais, 15 ans. 15 ans. Je vais à Boulogne-Billancourt, au studio de Boulogne-Billancourt. Je trouve la station de métro, c'est rue du Point du Jour, exactement. Il y avait les studios de Boulogne. Et je suis arrivé au studio de Boulogne, et j'ai tapé, et monsieur, oui, pourquoi? Je dis, voilà, je voudrais faire du cinéma. Il me dit, est-ce que vous avez une photo? Alors j'étais venu avec une photo, et j'avais donné ma photo. Voilà. Pensant que j'allais tourner des grands films, et que j'étais déjà la star. Alors j'ai donné ma photo et tout, puis je suis rentré au foyer. 3 semaines après, je suis dans ma chambre, et il y a des moniteurs à travers l'escalier qui m'appellent. Smaïn, viens. Parce que le téléphone était dans le bureau des éducateurs. On appelle ça le bureau des éducateurs. Il y avait un téléphone. Et on m'appelle. Il dit, ouais, je sais pourquoi. Il dit, c'est les studios de Boulogne. Et moi, Warner Bros. MGM, et moi, j'arrive. Et je prends le téléphone, et évidemment, c'était pour faire de la figuration. Ouais, bah oui. Du film, je me souviens le film, Ouais. je peux dire, c'est La Race des Seigneurs, avec Alain Delon. Ok. Et alors, quand j'ai pris le téléphone, pour moi, le studio de Boulogne, dans ma tête, c'était le site du cinéma, et j'ai bégayé. Oui, monsieur, donc c'est pour, vous avez rendez-vous, il a raccroché. Ah ouais, t'avais pas proposé. Ah ouais. C'est écoute, mon premier refus au cinéma. Ouais. Voilà, ça, c'est l'anecdote, et c'est vrai. Donc c'est marrant parce que quand j'y pense, tu vois, je me dis, à 14 ans, déjà je rêvais ce métier, mais en même temps, il fallait jeter dans la gueule du loup. Alors comment j'ai fait pour avoir le numéro de téléphone ou l'adresse du studio de Boulogne? Et alors après, maintenant, c'est ça qui est incroyable. C'est que qu'est-ce que j'avais fait comme émission? J'ai tourné au studio de Boulogne, je fais des séquences de films. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est, tu dis, tu l'as rêvé, et là, t'es là. Tu tournes avec Pierre Richard, t'es dans les studios de Boulogne, tu deviens un acteur. C'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui est fou. Ça se concrétise. Mais oui. Tes rêves, c'était des rêves, maintenant c'est réalité. Oui, c'est comme l'Olympia. 1966, je crois.
avec ma mère. Ma mère, on va à l'Olympia. C'est la première fois que je vais à l'Olympia. Et on va voir Johnny Hallyday. Alors, je sais pas qui c'était, Johnny Hallyday. Ouais. J'y vais pour un cousin à moi qui voulait voir avec sa nana, qui s'appelait Shérif. Ouais. Il voulait voir Johnny Hallyday. Donc on va voir Johnny Hallyday. Et puis alors moi, on est tout en haut. Alors moi, je regarde Johnny Hallyday, je disais, il chantait du rock and roll. Ma mère, Johnny Hallyday, c'est même pas ce que ça veut dire Hallyday. Ouais. Et on regarde le spectacle, tout ça, etc. Puis la lumière s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Moi, je fais croire à ma mère que c'est moi qui envoie les lumières. Regarde maman, c'est moi qui envoie les lumières. Non, ma mère, ça arrête. En gros, voilà, Johnny Hallyday. Puis 35 ans après, le rideau s'ouvre et c'est moi qui suis à l'Olympia. Incroyable. Et la première fois que le rideau s'est ouvert à l'Olympia, comme ça, tout seul sur scène. Et mon regard s'est porté là-haut. À la place de ta mère. À la place de ma mère. Ouais, magnifique. Tu vois, c'est beau, hein. Ouais. Moi, je trouve ça génial. Mais ce que je souhaite à tout le monde, c'est-à-dire que je parle de moi, parce que c'est bien, hein, les gens veulent savoir. Non, mais parlons des gens qui nous écoutent. Il faut savoir donner aussi en disant que allez au bout de vos rêves. C'est vrai. Et ce qui est merveilleux dans les gens qui nous écoutent, c'est celui qui a rêvé et qui a réussi à atteindre son propre rêve. C'est merveilleux ce cheminement. Et puis, il y en a qui nous écoutent qui n'ont pas atteint leur propre rêve, eh ben ils se construisent d'autres rêves. C'est vrai. Ce n'est que ça la vie. C'est que ça. Moi, je viens en vous rencontrant, en faisant cette interview, je viens toujours parce que parler de soi, on parle de soi. Mais il faut que, en parlant de soi, ça puisse éveiller l'espoir chez les autres. Il faut savoir donner aussi. Et voilà. Cet enfant là-bas qui est arrivé, puis qui un beau jour s'est retrouvé sur la scène de l'Olympia, fait que je suis un homme heureux. Magnifique. Voilà. Et quand ça s'arrête, parce que ça s'arrête, plein de gens, tu sais, toujours les commentaires l'ancien. Ouais, mais dans le mauvais sens. C'est fini, Ismaël, on passe aux jeunes. Mais bien sûr, c'est fini. Je le dis toujours, c'est fini. Et qui est-ce qui est fini? Ce qui est fini, c'est une étape. Et dans la vie, il y a plusieurs étapes. C'est vrai, ouais. Je rassure les gens. Je fais plein de trucs. Bien sûr. Ouais. Alors, je fais moins de télévision. Ça va, j'en ai fait. Ouais. Puis la télé m'emmerde un peu plus maintenant. C'est pas la même époque. C'est pas la même époque. Voilà. Alors, je laisse aux plus jeunes que moi. Ils sont très très bons. Je salue Boudère, Jamel, Ricky Ramsey. C'est bon. Voilà. Moi, je l'ai fait. Qu'est-ce que je peux faire de plus? T'as eu ton... J'ai eu le plus beau cadeau de ma vie, j'ai eu un Molière, j'ai eu une victoire de la musique, en prix de l'assassin. Je viens d'être décoré, là. Je sais comment on appelle, un signe de l'ordre national du mérite. Je suis officier de l'ordre national. Et ça, j'ai fait pour mes parents aussi. D'accord. Ouais. Ah ouais. Donc, mais maintenant, une vie, c'est des portes qui s'ouvrent, qui se referment, tu ouvres d'autres portes. Et là, aujourd'hui, j'ouvre d'autres portes qui me satisfont totalement. J'écris pour les autres, j'écris des contes pour enfants, je fais de la mise en scène, puis je continue à jouer, je continue à me monter sur scène. Donc voilà, alors donc c'est bien franco-français. Ah, ils veulent te... Si on te voit pas là... L'étiquetage. C'est ça. C'est-à-dire que t'es comique, reste comique. Reste comique. Non, moi je fais ce que j'aime. Et je vous merde. Ouais, je vous merde. Et quand tu étais petit ou ado, tu voulais faire un métier ou tu voulais vraiment, tu t'es dit ça va être cinéma, artiste ou acteur ou... Non. Il y avait rien de... C'était ma vocation. Mais j'ai un jour le concierge d'où j'habitais m'a dit tu cherches du boulot, bah pourquoi tu travailles pas à la RATP? Ah ouais, alors comment on fait? Bah tu passes faire un stage. Ah ouais, à Arcueil. Voilà, ça dure 2 jours. Le matin, le soir, et puis tu remplis. Là. Je suis arrivé, on m'a posé des questions, en papier, j'ai rempli, j'allais faire des additions, fallait associer, etc., etc. À midi, on arrête pour revenir l'après-midi. Je suis jamais revenu. D'accord. J'avais pas envie de faire ça. Ça t'a pas plu, ouais. Ouais, bah ouais. Après, alors là, mon ami, c'est autre chose. Ce qu'on appelle le concours de circonstances. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, je sais pas moi,
quelqu'un te voit sur scène en train de faire le con avec tes copains en théâtre amateur, et ben tu devrais passer une audition à tel endroit, tu passes l'audition à tel endroit, et puis ça marche pas. Puis en rentrant, en marchant dans la rue, il y a un mec qui t'accoste, qui dit tiens, je vous ai vu là, vous devriez aller passer une audition dans tel endroit. Et je vais dans tel endroit, je passe une audition. Il m'embauche 3 ans. Ouais, incroyable. Et après, il y a un mec qui me voit, qui me fait, ah, dis donc, c'est bien ce que tu fais, tu devrais faire le théâtre de Bouvard. Et hop là, le théâtre de Bouvard. Ben justement, avant d'arriver au théâtre de Beauvoir, ça a été quoi ta première expérience Cabaret. au cabaret? Moi, c'est le cabaret. C'était comment ça s'est passé? Bah, je passe le conservatoire d'art dramatique, parce que moi, je voulais lire les grands textes. J'entends te faire mon spectacle, là, parce que j'en parle dans mon spectacle. Et puis, évidemment, le conservatoire n'a pas voulu de moi. Alors, j'ai fait du cabaret. Le cabaret, c'est la base. Donc, j'ai passé une audition, j'ai été pris. Je faisais rire. Cabaret, pour avoir une image, c'est comme aujourd'hui avec les stand-up. T'es tout seul sur... Oui, sauf que le cabaret, tu manges. Okay. Tu manges les gens avant. mangent, c'est ça? Non, tu manges. Ouais. Et à la fin, au dessert, il y a un spectacle qui démarre. D'accord. C'est ce qu'on appelle le cabaret. Ok. Le cabaret, c'est une grande tradition française du cabaret dans les années 50. Mmh. Maintenant, malheureusement, j'en parle encore à midi avec un pote, ça n'existe plus. C'est en perte de vitesse. Et maintenant, il y a une autre école qui est le Comedy Club. Ouais, c'est ça. Alors, le Comedy Club, c'est autre chose. C'est des jeunes qui viennent s'essayer à monter sur scène, mais comme dirait l'autre aussi, beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est vrai. C'est là où c'est dangereux. C'est vrai. Donc moi, j'ai démarré au cabaret et ça a été extrêmement formateur. Et après, bon, bah, j'ai quitté le cabaret pour aller à la télé. Je quitte, je fais le théâtre de Bouvard. Je quitte, pour les gens qui ne le savent pas ou qui le savent, je quitte avec les inconnus, enfin avec mes camarades qui deviendront les inconnus, ouais. Et on devient les 5. Et puis je quitte les 5 parce que j'avais envie d'être tout seul. Et ils ont bien réussi. Ouais, bah, c'est ça. Et je leur dis bravo. Ouais, c'est clair. Bien. Justement, là, ça va un peu vite. Comment, vu que c'est ta première expérience, c'était le cabaret, t'es venu avec quoi? Avec quelque chose d'écrit que t'as fait? Tu essayes, Je faisais du mime. Du mime, d'accord. Je faisais du mime. Et ça marchait bien. Okay. Et le mime, c'était parce que j'avais peur de parler. J'avais peur de prendre la parole. D'accord. Donc le mime, c'était pour moi, voilà. Et ça faisait rire. Ça parle parce que j'avais la gueule. Ouais. J'ai une petite Jerry Lewis aussi. Ah ouais. Et voilà. Et alors tous les jours, je gagnais mon petit billet, 80 balles. On va dire 15 € de l'époque. Ouais. Et surtout, je gagnais ma vie. C'est ça. Et après, tu fais un cabaret. Puis t'en fais 2. Après, les gens parlent de toi. T'en fais 3. T'en fais 4. Après, tu fais des discothèques. Ok. Bon, puis tu commences à gagner bien ta vie. Tu commences à être connu. Tu payes ton loyer, ta bouffe. Pour moi, c'est. Et alors, je reviens à la Kabylie. J'ai un moment quand j'étais, donc quand je récupère mon petit studio, je passe une période aussi où je suis tout seul et j'ai faim. Et je rends grâce justement aux Kabyles, parce que j'ai toujours considéré que, comme je crois à la main de Dieu, je crois que c'est les Kabyles qui m'ont sauvé, c'est les Kabyles qui m'ont apporté. Ils se sont un peu substitués aussi à l'absence, mon père, ma mère, etc. Et je me rappellerai toujours, j'étais dans mon petit 8e étage, je bossais pas, j'avais pas d'argent. Alors le matin, je me levais très tôt, et j'allais, j'allais piquer une bouteille de lait pour avoir du lait pour la journée. Voilà. Et j'avais faim. Et j'avais un membre de la famille de mon père. Je vais te dire en kabyle, comme tu dis, Dahbir. Ouais. Dahbir. Dahbir, ouais. Dahbir. Alors j'allais chez Dahbir. Et alors, 19h, je m'asseyais chez elle. Puis je parlais avec elle. Et c'est là où les Kabyles. Parce que si tu peux dire ce que tu veux, mais quand t'as faim, la porte est ouverte. C'est vrai. Et je disais rien. Et alors elle me parlait, alors elle me posait l'assiette, couteau, fourchette, skso. Seul mot que je sais dire en français. Skso et vau. Et ouais. C'est faible. Et là, et je mangeais. Ah ouais. Et je rentrais chez moi. J'avais le ventre plein. Je disais merci. Et j'entrais dans mon lit, la panse bien remplie. Et là, je me rappelle, j'allumais la télé et je regardais Apostrophe le vendredi. Je regardais la télé. Ma culture vient de la télé. J'ai tout appris à la télé. Aujourd'hui, la télé, c'est la télé, c'est plus la télé d'hier. C'est vrai. Bon, ça évolue, ça change.
Je critique pas, c'est comme ça. Bien sûr. Mais la télé d'hier était une télé qui a été... C'était éducatif, ouais. c'était Apostrophe, génial. pour rappeler, c'était avec Bernard Pivot. Bernard Pivot, Ouais. c'était l'émission intellectuelle. Non, j'ai beaucoup... C'est là où j'ai appris à apprécier Marguerite Yourcenar, à voir les extravagances de Bukowski. Voilà, la télé. Donc, Ouais. mais j'avais le ventre rempli. Rempli. Et un jour, Darbia, je savais pas vraiment ce que je faisais. Voilà, je savais pas. Et un jour, je fais une émission de télé. Je fais une émission de télé avec Michel Drucker. Alors, Drucker, évidemment, c'était Michel c'est Drucker. encore, et c'était la référence. C'est vrai. Michel Drucker, on regardait tous quand on était gosses, tu vois, Michel Drucker. Et j'ai fait l'émission Vivement Dimanche. Il m'invite. Je suis sur le canapé rouge. Et j'aurais pu, le jour de la diffusion, samedi dimanche, rester chez moi avec mes enfants. Pas du tout. Je me suis échappé. J'ai pris la voiture. J'ai été chez Darbia. Et couteau, fourchette, saut, et bawon. Et je mange. Je regarde Darbia, alors Darbia, c'est la Kabyle. Ouais. La Kabyle. Ça veut bien écrire. Ouais. Et qui vivait simplement. Ouais. Mais tu peux pas savoir. Mais ça, c'est la plus belle récompense d'une existence. De voir quelqu'un qui vit simplement. Et qui te passe ces valeurs-là. C'est génial. Et alors je regarde Darbia, je fais, Darbia. Et non, il est 13h30. Allume la télé. Ah ouais, allume la télé. Allume la télé. Petite télé. Ouais. Et là, l'émission qui commence. Et là, elle me voit arriver dans la télé et venir m'asseoir à côté de Michel Drucker. Voilà, je te raconte pas la tête. Voilà. J'étais fier. Ouais. Malheureusement, aujourd'hui, Darbia nous a quittés. Et chaque fois que je cite son nom, à chaque fois que je pense à elle, je dis, j'ai vraiment été bien entouré. Voilà. T'as toujours eu quelqu'un pour veiller sur toi. Magnifique. Écoute, magnifique. je sais pas. Le monde, l'existence, je sais pas. Pourquoi la main, je sais pas, cette main qui s'est posée sur ce berceau. Donc je ne veux pas, je répète, m'apitoyer. J'ai eu beaucoup de chance, mais je pense qu'il faut savoir aussi humblement rendre ce qu'on t'a donné. C'est vrai. Voilà. Alors attention, je parle, j'ai des défauts. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, comme tout On le parler monde. de mes défauts. Moi, j'ai des défauts comme tout le Non, on monde. est là pour. Mais je pense que j'ai une qualité, c'est je suis très reconnaissant. C'est une énorme qualité déjà aujourd'hui. Et comment tu passes du cabaret à Bouvard? Qu'un jour, un mec qui vient me voir sur scène, je peux le citer, Lim. Je lui dois beaucoup à Lim. C'est un grand. Il était drôle, Lim. Très drôle. Et Lim m'a dit, bah tiens, tu devras passer une audition Théâtre de Bouvard. Je suis arrivé le premier jour, je me suis assis, parce que je suis très observateur. J'ai regardé, je me suis assis, puis j'ai regardé les autres travailler. J'ai regardé. Bouvard m'a regardé comme ça. Alors, en plus, Bouvard, je le voyais à la télévision, puis là, soudain, je le vois en 3D. C'est-à-dire que tu le retournes, tu es en 3D. Tu le touches. Non, mais vous avez quelque chose? Moi, non. Comme quand je suis descendu dans le bureau exactement. des éducateurs. Non. Et je rentre chez moi, je dis, vas-y, on y va, faut y aller. Et là, avec un copain, on trouve une idée de sketch. La remise des Césars. Le metteur en scène n'est pas là, mais le balayeur de plateau est là. J'avais compris très vite que il fallait que je joue ce qu'on appelle, entre parenthèses, l'émigré, l'arabe, etc. Alors que moi, je voulais faire le conservatoire. Mais je savais qu'il fallait que je passe par cette porte. Je suis arrivé, j'ai fait le sketch. Les gens hilarent, avec des vannes, mais à 2 balles. Bonjour, vous appelez comment? Je m'appelle Wood. Allez, Wood. Dans les années 80, ça suffisait. T'en veux, comme ça. Ça, c'est le B à base. Et alors, vous avez un surnom? Ouais, je m'appelle La France. La France. Oui, allez, la France, allez. Bon, et là, la France, elle rigole. Et je passe à la télé. Et voilà. Et je passe de 15 € à je repeins mon appartement, un petit studio, j'achète une voiture, t'as une voiture, j'ai pas le permis. J'ai acheté une voiture, j'avais pas le permis. D'accord. Je me rappelle, c'est une Volkswagen. Elle est restée 2 ans. À la fin, les pneus, ils étaient tout dégonflés. Mais j'avais envie d'une voiture. Voilà.
j'avais de l'oseille, etc., etc. Et même le concierge, un jour, il m'a regardé, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on me livrait une télé, on me livrait j'ai même mis une baignoire dans la cuisine. D'accord. Pourquoi? Et parce que j'avais de l'argent et je voulais une baignoire. J'ai pas déménagé, je voulais habiter chez moi, mais je voulais une baignoire. Ouais. Et le concierge, il a cru que j'avais fait un casse. J'ai dit non, je passe au théâtre de Bouvard. Et c'est là que tout le quartier a vu. Ouais. Voilà, Smaïn habitait au 4 avenue Courteline et la petite vedette du quartier, c'était moi. Surtout à l'époque, tout le monde regardait la télé. Ah, tout le monde a regardé. C'était des millions, le théâtre de Bouvard. On le doit au talent de Philippe Bouvard, qui je rends toujours hommage. On doit au talent aussi à toute l'équipe, tous ces comédiens. Et, on s'entourait tous. On avait des groupes, il y avait mais chacun il retrouvait son humoriste préféré. Ouais, c'est vrai. Alors moi j'étais adopté. Oui, c'est un joli mot, ouais, j'étais adopté. J'ai le petit rebeu bondissant, etc., etc. Drôle. Quand je me regarde, j'ai plein de défauts, mais je suis celui qu'on ne saisit pas. Maintenant, je suis beaucoup plus calme. Et t'as des petites anecdotes à nous raconter sur cette époque-là, comment ça se passait avec les autres humoristes, avec Bouvard même? Non, parce que parfois c'était un peu dur hein, quand même. C'était pas. Parce que c'est déjà l'exercice en soi, c'était dur. C'était ouais, que t'arrivais le jour même. Il y avait des clans, mais comme partout. Il y avait des clans. Bien sûr. Ouais. Et bon, j'ai pas vraiment d'anecdotes. Les anecdotes, si une anecdote, c'est qu'un jour avec Pascal Légitimus, on a dit tiens, viens, on fait un pari. On prépare rien. On se dit simplement le thème et on passe devant Bouvard et on est à l'impro. Ah ouais. Putain, on passe en impro, Bouvard il nous prend. Simplement l'impro. Je dis voilà, on fait ce sujet-là, vas-y on y va, on était 3. Il y a Bruno Chapelle, Pascal Légitimus et moi. On arrive sur scène et on improvise. Les gens morts de rire. Bouvard fait je prends. Et filmé hop à la télé. D'accord. Et il savait que c'était d'impro? Non, il savait pas. Je pensais qu'on l'avait travaillé. Ok. J'ai des anecdotes comme ça, mais bon, les anecdotes, il y en a plein. C'est que tu passes à la télé et soudain, il y a une anecdote 2 ans auparavant, dans les années 80, j'ai un pote qui m'amène en boîte de nuit. Je citerai pas la boîte de nuit, qui n'existe plus d'ailleurs. Ouais. J'arrive devant la boîte et on voit ma tête de rebeu, d'arabe, etc. Non, monsieur, ça va pas être possible. Bon, ça va pas être possible. Et je suis rentré chez moi. Et 2 ans après, Légitimus, les copains, venez, viens, on va en boîte. Je dis, mais attends, je rentre pas dans cette boîte. Il dit, viens. On arrive dans la boîte. On sonne. Le mec qui m'ouvre. Oh, Smaïn! Oh, tête de Bouvard. Oh, je vous en prie, rentrez. Ouais. Et là, tu rentres, t'es à Coluche. Là, tu vois, t'es à Gainsbourg. Ah ouais. L'autre, là, t'as Thierry Le Luron, tu sais que ça. Et tu te dis, voilà. J'ai montré patte blanche. J'étais accepté. C'est ça. Donc, voilà. Donc, c'est là où j'ai compris que être un artiste, c'est aussi un privilège. Quand t'es connu, c'est un privilège. Ouais, c'est vrai. Et ça t'a, forcément, vu que ça t'a mis au devant de la scène nationale. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie de tous les jours et par la suite professionnellement? Ça m'a apporté la reconnaissance. Ça m'a apporté que la vie vaut d'être vécue, de ce qui me semblait. C'est que ce parcours chaotique du début de mon existence, quand je dis chaotique, les 2 ans d'absence, etc. Ça veut dire que t'es fier, mais t'as pas le temps d'y penser, t'as pas le temps d'être fier. Tu bosses. C'est ça. Donc tu bosses et puis tu gagnes ta vie, tu gagnes bien ta vie, t'as du succès. Succès, c'est important. Succès, c'est tu es valorisé. Donc quand tu es valorisé, les gens viennent te voir, tu es ce qu'on appelle aussi un outil économique. Donc tu fais du cinéma, on te paye bien, t'achètes des restos, etc. Mais tu comprends que ce n'est qu'éphémère. Tout peut s'arrêter. Hein. Tout peut s'arrêter. Ce n'est qu'éphémère. Mais Smaïn a sa botte. Et ma botte, c'est je n'ai jamais oublié d'où je venais. Je peux dormir
dans un palace à 5 étoiles, et je peux me retrouver aussi dans un campanile à Béziers et dormir dans une petite chambre. Moi, ce qu'il me faut, c'est un lit, la télévision, comme quand j'étais gosse. Ouais. Et puis évidemment une salle de bain. Dans la cuisine. Voilà, c'est tout. Dans la cuisine. Et justement, après là, c'est justement un Bouvard, c'est les années 80. C'est les années vraiment où tu éclates avec des films, notamment avec Pascal Justimus, Le Beurre Noir, des spectacles. Les spectacles. Donc comment s'est passé en fait au début tu as dit que tu étais avec la clique des inconnus et je crois que c'était Seymour Brunel, c'est ça? Seymour Bruxelles. Bruxelles, voilà. Ouais, très bon comédien. C'est ça. Et vous étiez au début 5. Comment t'as pris la décision alors que tout fonctionnait bien de partir seul et comment ça s'est passé? Parce que c'est vulgaire ce que je vais dire, mais c'est tellement vrai. J'avais peur de devenir l'arabe de service. D'accord. Je voulais pas. J'avais peur de devenir l'arabe de service. Je sais pas, ils m'ont pris pour l'arabe de service. J'avais peur de devenir l'arabe de service. Et j'avais aussi des choses à dire. Et aussi, il y a aussi un contexte. La réussite, c'est ce que je dis aux jeunes. C'est pas que le talent. Le talent, oui. Le talent est nécessaire, mais le talent, c'est quoi? Le talent, c'est convaincre les autres de te convaincre. Voilà. Mais le talent aussi, c'est de correspondre aussi à une époque. Et moi, j'arrive aussi, ça c'est encore la main de Dieu, peut-être, j'arrive au bon moment. 1981, Mitterrand, l'éveil des minorités, la gauche au pouvoir, le Front National. C'est vrai, touche pas à mon pote, la marche des beurs. Et là, j'entre dans la case. Le représentant des... Je suis à la fois pour les uns un alibi, pour les autres un porte-drapeau. Et je deviens, donc évidemment, t'es dragué par les politiques, et tu fais toutes les émissions, tu serres la pince à tout le monde, de Mitterrand à Jacques Chirac, en passant par Sarko, en passant par tous. Tous, ouais. Bon, t'es invité à Matignon, je me rappelle, un déjeuner avec Michel Rocard. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu n'as même pas le temps d'y penser. C'est maintenant que j'y pense quand même. Mais sur le moment, non. Sur le moment, c'est un rêve éveillé, mais t'as même pas le temps. T'es dans la réalité. C'est beau. Ah, c'est magnifique, ouais. C'est merveilleux. Mais, tu sais pertinemment que ça ne durera pas. T'en es conscient, hein. Mais j'en suis conscient. Pourquoi? Parce que ça bouge. Parce que j'ai compris que, être un comique, fait rire, c'est une photographie immédiate d'une société immédiate. Tu corresponds à une époque, tu corresponds à une attente, tu combles un vide. Mais le monde avance, c'est vrai. Les générations avancent, t'inspires. Moi, j'ai inspiré pas mal de monde, de Jamel à tant d'autres. Bon, et maintenant, tu te dis, à eux. Ouais, c'est ça, à eux de jouer. À eux. Ouais. Donc, surtout pas d'aigreur. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu dis à eux, ça te permet, moi, de t'interroger, de te questionner. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, tu t'es obligé de te raccrocher aux branches et de te réinventer. Ah, c'est vrai. Tu évolues. Mais oui, on évolue. Ouais, c'est ça, tu évolues. Tu vas pas faire tout le temps la même chose que c'est dans le spectacle que je joue en ce moment. Il est drôle, tu ris, mais tu ne fais pas que rire. Parce que c'est lié aussi à mon âge, à mon expérience, à mon cheminement, et aussi à mon envie aussi de parler justement de ce parcours. Et le spectacle fonctionne bien, je suis content. Comme on dit, ça accroche. Magnifique. Et justement, quand tu es avec les inconnus et Seymour, quand tu pars, tu sais ce que tu vas faire ou tu dis d'abord je pars et je me jette dans la gueule du loup. J'appelle et je leur dis écoutez, je vous quitte. Voilà, je pleure parce que je sais pas ce que je vais devenir. Il y a encore la main qui se pose sur moi. 15 jours après, on m'appelle pour passer une audition pour faire une pièce de théâtre. J'arrive sur scène, 3-4 répliques, je suis pris. Ah, magnifique. Après, quelqu'un vient me voir sur scène, je fais un film. Après, je quitte la pièce. Après, je rencontre un copain qui devient mon producteur. Et après, on se jette à l'eau, on emprunte de l'argent, on prend un petit café-théâtre qui s'appelle le Tintamarre. Et
Et je monte sur scène, et j'y vais. On affiche dans Paris, partout dans Paris. Alors maintenant, c'est les réseaux, mais à l'époque, C'était les affiches. la colle et on la collait dans Paris. Voilà, avec mes copains, etc., à qui je dois beaucoup, à Farid, à Oulage, plein de trucs. Je n'en vois plus maintenant, mais mon avis. Ainsi fait. Puis un jour, je monte sur scène, et puis j'ai une idée de sketch, le président. Ouais. C'est con, hein. C'est ton premier sketch? Non, j'avais écrit d'autres, mais des mimes. Ouais. Surtout le premier sketch. Mais c'est pour ça que je dis une idée de sketch, c'est pas moi, c'est les autres. C'est le sens de l'observation et de répondre aussi à une attente. Alors en gros, je dis un jour dans le journal, je ne dirai pas le journal, serons-nous français dans 30 ans? Alors j'ai quand même, serons-nous français dans 30 ans? Ça veut dire quoi? Déjà à l'époque, déjà. À l'époque. Ouais. Et là, moi, avec ironie, j'ai répondu à ma manière en écrivant un sketch qui s'appelle le président. Et je joue sur scène tous les soirs, je joue le président sur scène. Tu sais, chaque soir, ce qui est merveilleux, c'est quand tu joues chaque soir, c'est comme aussi une répétition. Hein. Et je joue. Et un jour, il y a un mec qui vient me voir, Mohamed Nemiche, à qui je rends hommage, qui aujourd'hui a disparu, il s'est quitté. Mohamed Nemiche, il regarde le sketch, le spectacle, et ça l'amuse. Et il travaille à Libération. En même temps, il collabore aussi avec Yves Mourouzi. Je sais pas si tu connais Yves Mourouzi, qui était grand journaliste à l'époque, qui présentait le 13h. Et il en parle à Yves Mourouzi. Mourouzi dit, ah ouais, c'est intéressant. Smaïn, ça me dit quelque chose, il était au théâtre de Bouvard. Et il vient filmer. Et il filme le sketch du président, voilà, quoi. Et on lui dit avec notre producteur, on dit, ça passe quand? Il lui dit, ça passe dans 3 jours. Ah, évidemment, 3 jours après, nous, à 13h, mon producteur avec la cravate, avec le sous-bat et tout, il attendait, et 13h, rien. 13h30, rien. On appelle Mohamed Nemiche, et alors, excusez-moi, je me suis pas réveillé, j'ai pas fait le montage, etc. Mais ça passera demain. Ça passe demain. Sûr, ça passe demain. Et voilà. Et le lendemain, pareil, on regarde, etc. Et là, le reportage passe. Mais, toujours la main. Qui est l'invité? Pierre Desproges. Ah ouais, d'accord. Et Pierre Desproges éclate de rire. Oh, purée. Et il regarde, il dit, voyez ça, ce sketch-là. C'est l'humour à l'état pur. C'est ça, l'humour. Ah ouais. C'est ça. Ça, c'est contre les cons de droite. Et il répète après, et puis il y a aussi des cons de gauche. Voilà, pour faire rire, etc. Et là, le soir, allez, vas-y. Ah ouais. Je peux te dire quand est-ce que c'était. C'était en août 1986. Je n'ai pas arrêté. Ce jour-là, le soir, c'était plein. Magnifique. C'est mon mois de naissance au cas où. C'est c'est 86. Voilà, c'est en 86. C'est vraiment. Et là, depuis ce jour-là, j'ai pu arrêter. Ça t'a lancé. Je n'ai plus arrêté. Il y a un mec qui vient me voir, quand je dis un mec, un grand monsieur qui vient me voir, qui s'appelait Jean-Michel Boris, qui était directeur de l'Olympia, et qui me dit, mais votre spectacle est super, il faut faire l'Olympia. J'ai refusé. D'accord. J'ai refusé. T'as eu peur ou? Non, j'ai dit, je ne suis pas prêt. Il a été très étonné, parce que normalement, tout le monde fonce. Et 2 ans après, en 88, il vient me voir. 2 ans après, il vient me voir au Tintamarre, au Café de la Gare. Je passe du Tintamarre au Café de la Gare. Et Café de la Gare, et je suis prêt. Et là, je fais l'Olympia. Ah, incroyable. Et là, t'avais quoi? T'avais 30 ans? J'ai 30 ans. 30 ans, ouais. 88, j'ai 30 ans. Tu vois, c'est après, qu'est-ce que tu veux, c'est exponentiel. Après, c'est Pierre Richard qui vient me voir. Après, je fais un film avec lui. Après tu fais des films qui marchent plus ou moins. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et ce qui me fait dire aussi par expérience que, dis-moi un comique, dis-moi un acteur qui n'a pas eu sa traversée du désert. C'est vrai. Ça fait partie du métier. Tu peux pas réussir. Johnny Hallyday. Oh, regarde la carte de Johnny. Johnny Hallyday. Dans les années 80, il est à la ramasse. C'est vrai. Sauf qu'on ne sait pas, parce qu'on le voit selon la longitude. C'est vrai. Mais pourtant, Aznavour, il a eu aussi un moment difficile. Tous. C'est vrai. Tous, ouais. Mais j'aime tellement ce métier que je le savais. Donc, je n'ai pas de crainte. T'étais prêt. J'ai pas de crainte, puisque c'est tout est, en fin de compte, tout passe par les médias.
Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que les médias, aujourd'hui... et puis bon, alors on est aussi dans un contexte politique qui n'est pas à notre avantage, Non, messieurs là. pas trop. Mais il faut quand même s'accrocher. Et comme tu dis l'Olympia, comme là tout à l'heure tu avais mentionné l'ouverture de rideau, Oui, oui. qu'est-ce que tu as ressenti après? Bah, quand t'as Belmondo qui vient te voir, Ah et ouais, que t'as le souvenir de toi enfant à 10 ans, aller au Prix Unique pour acheter le disque, le Casse, d'Henri Verneuil, avec Belmondo. Omar Sharif. Et Omar Sharif. Et t'écoutes ça dans ta chambre, ce disque continuel qui tourne sur ton TEPAZ. Puis de savoir que quelques années après, bah, t'as Jean-Paul Belmondo lui-même Devant toi. tu te dis, quand même le petit maghrébin de l'avenue Courteline du 8e étage avec les chiottes sur le palier, c'est quand même de l'ordre, de l'ordre du rêve. Ouais. Bon, Belmondo, puis tant d'autres aussi, Pierre Richard, Gérard Houry, qui a réalisé La Grande Vadrouille, La Grande Vadrouille. qui a tourné avec deux grands monstres du cinéma. Bah, toi, tu fais son dernier film. Ouais. Bon, bah voilà, c'est cadeau. Tout est cadeau. Magnifique. Donc, t'es content, mais bon, c'est pas la frime. Mm. C'est la fierté. Fier. Mm. Il y a toujours, il y a toujours un point d'ancrage. Papa, maman. C'est la base. Et puis, tous ces gens qui étaient dans l'immeuble. Qui ont été là pour et puis toi. Jean-Claude, et puis tous les gens qui m'ont aimé, tous les gens qui m'ont porté, qui m'ont fait, ce que je suis devenu. Mm. Magnifique. Voilà, on était dans le passé. Maintenant, on va parler Tu vas pas aller jusqu'à la fin de ma vie, quand même. Non. On va parler justement de ton actualité, de tes projets. Alors, les projets. Bah, les projets, c'est toujours continuel. Alors là, j'écris pour les autres, je fais la mise en scène d'une pièce de théâtre, et elle me regarde, elle se dit, c'est qui? Ça va? On fait une interview! Ciao! Je suis sûr qu'ils m'ont pris pour Nagui. Ça se trouve. Quand même, ils savent t'es qui, quand même. Et alors, je continue à écrire. J'écris des sketchs, je suis sur scène pour mon spectacle. Mmh. C'est génial, je joue. Alors, pour moi, c'est une nourriture extraordinaire. Chaque fois que je joue, chaque soir, je vais pas lâcher la main. Ouais. J'ai rien lâché. Comment tu te sens entre tes débuts et aujourd'hui? Serein. Serein. Tu bégayes pas. Voilà, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'avais besoin de gesticuler. Eh ben oui. Comment? Où? Ah oui. Oh, c'est différent. Oh, c'est bien, Sylvie Ferruche. Je vous embrasse. Ciao. C'est gentil, hein. Magnifique, c'est bien. magnifique. Oui, donc je fais une mise en scène de spectacle, j'écris pour les autres, et puis aussi, très important, j'ai aidé 3 enfants. Ah ouais. Le côté J'ai réussi familial. à raccrocher les wagons. J'avais peur de pas avoir d'enfants. Je me suis dit, avec tout ce qui m'arrive, est-ce que j'aurai un jour... j'en ai 3. Ouais, magnifique. Casse-couille. Mais je suis fier d'avoir 2 enfants. Ils ont quel âge? Ma fille, 30 ans. Kenza, Ryan, 24 ans. Et Shanaël, qui a, elle, 17 ans. Magnifique. Voilà. Ouais. Et alors, les projets, ma vie continue. Je suis un artiste. Et ce qui me fait dire aussi une phrase, on va conclure par ça, mais être un artiste, ce n'est pas un statut, c'est une urgence. Moi, j'ai toujours été en urgence. Alors, c'est un artiste, oui, c'est un artiste. Quand tu es un artiste, tu l'es jusqu'à la fin, jusqu'à ton dernier souffle. Donc, j'écris, là, je suis sur un film. J'ai tourné un film, un très très beau film d'Alexandre Arcadi, qui s'appelle Le Petit Blond de la Casbah, justement, qui parle de l'Algérie. Cette Algérie lointaine, que je connais peu, mais j'ai toujours grand plaisir à y aller, parce que, comme dit De Gaulle, je vous ai compris, moi je dis haut et fort, je sais ce qui s'est passé là-bas. Donc j'ai
Ça, ils le savent. J'ai une affection absolument, comment dire, elle est viscérale vis-à-vis de ce pays, parce que je sais ce que ce pays a traversé, je sais ce que j'ai traversé aussi. Je suis aussi toujours peiné quand je vois une espèce de, on va dire, conflit verbal entre l'Algérie et la France. Parce que moi, je suis vraiment un enfant des deux rives de la Méditerranée, comme bon nombre de jeunes ici. Donc, on voudrait que ça s'apaise. Mais j'aime autant la chaîne du Djurdjura que la chaîne des Pyrénées. Voilà. Ouais. Donc voilà, mon cœur est, voilà, c'est un cœur, c'est comme ça un cœur. J'ai une moitié là-bas, une moitié ici. Ben justement, avant de finir, tu peux nous parler de la première fois où tu es retourné en Algérie? Comment, c'est dans quel contexte et c'était quand? J'avais besoin, même si je n'ai pas réussi à trouver une réponse à la question qui me turlupine jusqu'à la fin de mes jours, c'est-à-dire ma filiation, qui est mon père, qui est ma mère, etc. Ma fierté, une fois de plus, c'est d'avoir cherché. J'ai cherché, j'ai pas trouvé, mais je l'ai fait. Donc je suis allé à Constantine, j'ai eu besoin d'aller à Constantine. Mais si je te racontais mon voyage à Constantine, c'était merveilleux parce que on est dans les années 90. Oh là là. Je suis connu. Ouais. Je suis très très connu. Ouais. En Algérie, j'arrive et je me dis, on est deux à Constantine. Il y a Enrico Macias et il y a moi. Ouais. J'arrive à Constantine, je descends de l'avion. Alors, je quitte Constantine, moi. Je suis dans un petit couffin. On est que deux, la passeuse et moi. Ouais. Et là, je reviens à Constantine dans les années 90, et là, sur le parterre de l'aéroport, le wali, le préfet, des Constantinois qui m'attendent, etc., etc. Et on va rigoler. Le wali me regarde, il fait, Monsieur Smaïn, vous êtes bienvenu chez toi. C'est génial. Hein. Et là, je vais avec le wali. Ouais. Je dîne avec le wali. Et le wali de Constantine me dit, Smaïn, viens avec moi. Et il me prend par la main. Et on va dans les rues de Constantine. Et on marche dans Constantine. Et moi, dans ma tête, je me dis, putain, le petit orphelin, le petit enfant de là-bas, putain, je suis dans, voilà, il me donne la main, et il m'accompagne, et on traverse Constantine. Excuse-moi, mais ça, c'est mon petit secret à moi, mais ça vaut plus que tous les lingots d'or du monde. Pour moi, c'est, je me suis, à ce moment-là, j'avais l'impression que je m'étais reconstruit. Puis j'ai cherché d'où je venais. Alors j'ai eu des petits renseignements, je peux pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu des petits renseignements, mais sinon, je ne sais pas. Qui est ma mère, qui est mon père, je ne sais pas. C'est peut-être aussi un atout. C'est ce que je disais au début de l'interview. C'est peut-être aussi un atout, parce que c'est ce qui me permet, en fin de compte, quand je rencontre quelqu'un, je regarde avant tout sa valeur humaine. Et quand je joue, j'ai l'impression d'être en famille. C'est pour ça que ça fonctionne. Parce que quand je joue, moi je crois beaucoup aux fibres comme ça, de l'inconscience comme ça. Les gens savent que je cherche à être adopté. Et à chaque fois, à la fin du spectacle, je suis adopté. Et c'est pour ça, on peut terminer sur cette phrase, si tu veux. Pour moi, la meilleure phrase que je peux dire, mais bon, si tu veux, on continue, mais il y a une très belle phrase. C'est, quand je suis sur scène, chaque soir, c'est un suicide raté. Je pars chaque soir en reconquête. Je perds et de nouveau je gagne. C'est ce qui fait ma vie. Tu peux nous en dire plus un peu, parce que je suis curieux de savoir ton voyage en Algérie, ce que tu as fait. Est-ce que tu as fait d'autres villes? Est-ce que tu as... Non, j'ai joué à Alger. J'ai joué à Alger, à Constantine. Ouais. Alger, c'est une période un peu difficile. Les années 90, ouais. Mais, tu vois, oui, j'ai failli ne pas y aller. D'accord. Parce que j'avais lu dans le journal, où on avait lu à la radio, qu'il y avait des attentats dans Alger. C'était en quelle année exactement, tu sais? Je peux pas te dire. C'est 90. On est en plein dans les islamistes. C'est ça.
Et La décennie tout noire. le bureau me dit, Smaïn n'y va pas. Hmm. Et moi, j'avais dit oui au producteur. Donc j'ai hésité. Et à un moment, je me suis dit, si je dis non, je suis une merde. Tu prends le risque, mais t'y vas. J'y étais. Et j'ai joué, je suis revenu, et j'étais fier d'avoir fait. Hmm. Avec ma plus grosse vanne. Ouais. La vanne sur scène. J'arrive sur scène, et je parle de Khaled. Et je dis, mais Khaled, ah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, pourquoi tu vas pas chanter en Algérie? Ah non, je peux pas chanter en Algérie parce que là-bas, ils tuent tous les intellectuels. C'est ma vanne C'est ça, c'était à cette sur Khaled. époque-là. Ah, oui. Dans le contexte. On est en plein, ouais. Donc, mais Ouais. j'y étais. Je sais que ça a été une période très, très, très douloureuse. Mais voilà, mais j'ai joué à Constantine, j'ai joué donc à Alger. Je suis resté 15 jours. J'ai visité la Casbah, d'Alger. Puis je suis revenu. Et puis je suis reparti il y a pas longtemps. Je Ouais. suis parti à Constantine avec mon fils. Waouh. Waouh. J'ai montré l'endroit où j'ai été élevé par les sœurs à Constantine. Et mon fils n'a rien dit. Et quand je suis rentré à Paris, sa mère m'a appelé. Elle m'a dit, Smaïn, sur le trajet du retour, Ryan, il n'a pas arrêté de pleurer. Et là, je me suis dit, c'est bien, aïe, il sait qui je suis. Hmm. Écoute, on arrive à la fin. Avant de te laisser le dernier mot, parce que on va clôturer sur ce que tu dis, abonnez-vous, likez, commentez, et je vais laisser le mot de la fin à Smaïn. Alors, que vous dire? Je vais vous dire que vous voyez devant vous un homme heureux, quelqu'un qui vous a raconté des péripéties, une histoire qui pourrait susciter des larmes. Non, pas de larmes, aucune larme. C'est-à-dire que la vie, pour chacun de nous, c'est une aventure merveilleuse, qu'il faut faire confiance à ceux qui nous aiment, qu'il faut savoir aussi rendre ce qu'on nous a donné, savoir aimer, savoir aussi que bon, le conflit fait partie de l'histoire du monde, que je pense à tous les enfants. Oui, je dis même pas de nationalité, je dis même pas les noms, je pense à l'enfant qui se retrouve de n'importe quel côté du territoire, qui perd la vie pour des choses stupides et ridicules que les hommes ont inventées. La guerre, voilà. Je suis un enfant de la guerre, je suis un enfant de Constantine, je suis un enfant qui a été sauvé, et je voudrais que tous ces enfants qui sont dans la douleur actuellement puissent être sauvés par enfin ce qui nous reste, l'intelligence des hommes. Voilà. Merci. Rien à dire, rien à ajouter. Je vous embrasse tous.